Donc j'ai la lourde charge d'introduire cette dernière séquence de la journée qui va être une séquence autour de l'exposition photographique qui a été installée brillamment tout à l'heure par Jean-Robert et les équipes du GIP. Donc cette exposition prend place à Tonnerre, donc une petite ville de l'Yonne. L'idée de cette séquence, ça va être d'interroger les expositions et les mouvements des personnes invisibles qui sont arrivées à Tonnerre. Et pour ça, on a donc Jean-Robert Dantou, qui est responsable scientifique de la plateforme PopSu Territoire de Tonnerre, et donc photographe, et Hélène Régnier, responsable scientifique PopSu Territoire, Marie-Christine, responsable scientifique PopSu Transition, qui vont converser. Donc on va commencer d'abord par une mise en bouche par Jean-Robert qui va nous expliquer son travail. On vous invitera ensuite à déambuler pour qu'on puisse aller voir chacune des photos. Et on finira sur une conversation avec Hélène et Marie-Christine et Jean-Robert, et bien sûr, et vous, pour ce dernier temps de la journée. Jean-Robert. Bonjour, merci beaucoup déjà aux équipes PopSu parce que vous avez été super ce matin. On a monté l'exposition en un temps record, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait ça. Voilà, je vais vous dire quelques mots de ce travail. Donc moi je suis, comme Paco vient de le dire, responsable scientifique de la mission, enfin de la recherche PopSu à Tonnerre. Donc Tonnerre, c'est une petite ville d'environ 5000 habitants dans le département de l'Yonne. Et alors moi, avant de travailler à Tonnerre, j'avais travaillé pendant plusieurs années en psychiatrie. Et quand je suis arrivé dans cette ville, parce que j'encadrais des stages de terrain pour former des jeunes sociologues et des jeunes ethnographes, j'ai été très impressionné par quelque chose de très visible. C'était que dans les rues de la ville, sur les bancs ou au comptoir du bar du coin, il y avait des personnes qui ressemblaient beaucoup aux personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années en psychiatrie. Et ça m'a posé, ça m'a beaucoup interrogé, c'est-à-dire que je me demandais ce qui se passait dans cette ville. Et donc progressivement, l'une des hypothèses de départ, c'était que comme c'est une zone très désindustrialisée, dans laquelle les conditions de vie sont difficiles, j'ai pensé qu'une partie de la population avait basculé dans des troubles psy et dans des problèmes de santé mentale. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure que la recherche a avancé, j'ai compris qu'il y avait toute une précarité qui arrivait d'ailleurs. Et du coup, ça a été donc progressivement, j'ai émis des hypothèses sur ces déplacements de personnes précarisées. Et donc, j'ai déposé un projet de thèse. Et ensuite, le programme PopSu a permis de faire un travail qui était vraiment assez passionnant à la fin de la recherche, qui consistait à mobiliser toutes les personnes photographiées dans l'organisation d'une restitution locale pour que ces photographies que vous voyez là soient présentées dans la ville. Et donc il y a eu une exposition assez importante dans la ville de Tonnerre en juin 2024, il y a un an à peu près. Voilà, je vous dis quelques mots aussi sur les choses que j'ai observées sur place. Donc progressivement, j'ai compris qu'il y avait tout un tas de filières d'arrivée de personnes précarisées sur le territoire. Et donc la spécificité de ce travail, c'est que pour travailler sur les déplacements, donc quand les personnes se déplacent, c'est très difficile de les suivre, c'est très difficile d'accéder à ces déplacements ou de les comprendre par la statistique publique, par exemple. L'ethnographie, en revanche, elle est un outil assez efficace pour le comprendre. Et en fait, donc, la spécificité du travail, ça a été de travailler sur une petite ville en tant que point d'arrivée pour comprendre la diversité des parcours qui ont mené des personnes à arriver dans cette ville, souvent sans la connaître. Donc, pas mal de déplacements institutionnels, contraints, qui ont mené ces personnes à arriver dans cette ville dont elles ignoraient l'existence. Voilà, et du coup, je ne sais pas à quel point je vous raconte tout, je vais dire quelques mots encore. Moi, j'ai identifié des lieux, ça peut peut-être intéresser les géographes et les aménageurs. J'ai identifié des lieux dans la ville qui étaient des portes d'entrée
c'est-à-dire des portes par lesquelles les personnes arrivent dans la ville. Et ces portes d'entrée ont permis de décrire différents types de filières. Donc j'ai identifié 9 filières d'arrivée de personnes précarisées dans la ville, et j'ai travaillé sur 3 d'entre elles, qui sont les filières d'arrivée par le 115, donc la rue, des personnes qui sont dans d'autres villes, qui vivent à la rue depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, qui appellent le 115 et qui sont envoyées dans une ville, qui en l'occurrence, là, pour les personnes avec qui j'ai travaillé, était Tonnerre. Ensuite, j'ai travaillé sur la psychiatrie, donc pour essayer de comprendre comment des services de psychiatrie, notamment le service de psychiatrie d'Auxerre, a besoin de trouver des places pour les patients quand il n'y a plus de place dans le service. Et du coup, j'ai décrit la manière dont une des filières d'arrivée de personnes précarisées, c'était cette filière de la psychiatrie. Et ensuite, j'ai travaillé sur la filière de la prison de personnes qui étaient incarcérées pendant plusieurs années dans une prison relativement proche et qui, à la sortie, pour des raisons un peu complexes, s'installaient sur le territoire. Peut-être je finis sur un petit mot sur les questions de visibilité et d'invisibilité. Alors, quand on est photographe, on est obligé de se contenter de ce qui est visible, parce que quand l'outil, c'est la photographie, on regarde l'apparence, l'apparence des choses. Et souvent, c'est assez compliqué. Donc, je vais donner un petit exemple. Par exemple, une des choses qui revenait beaucoup avec les enquêtés, il y a beaucoup de personnes qui m'expliquaient qu'en fait, elles passaient une très grande partie de leur vie dans leur chambre et qu'elles sortent de leur appartement peut-être une fois par semaine. Et du coup, les descriptions qui revenaient beaucoup, c'était la question de l'ennui et de la contrainte de l'inactivité. Et du coup, ça fait partie des choses qui sont difficiles à photographier. Du coup, la question en tout cas de ce qui est visible, évidemment, c'est les personnes, mais il y a aussi des choses qui sont difficiles à rendre visibles. Et du coup, il y a tout un travail avec les personnes. Donc moi, je peux vous dire un peu la cuisine de la fabrication des photographies. En fait, c'était des photographies qui étaient beaucoup construites avec les personnes. Et donc, par exemple, quand une personne me disait moi, il n'y a rien à photographier parce que ma vie, c'est l'ennui, et on discutait pour voir, mais l'ennui, ça se passe où, ça se passe dans quelle pièce, et qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies. Et donc, progressivement, on arrivait à définir des situations qui pouvaient être photographiées et qui pouvaient parler de l'ennui, par exemple. Enfin, je pense à ça, parce que c'est la photographie d'Olivia qui est derrière. Voilà, peut-être j'arrête pour le propos introductif. Et on fait un petit tour. Ok, bon, on se lève alors. Alors, peut-être je vais détailler un petit peu plus. Donc, une des choses sur laquelle, donc il y a toute une série de photographies qui est un ensemble, en fait, un corpus de photographies qui s'appelle Arrivée et qui du coup parle des conditions dans lesquelles les personnes arrivent et leurs conditions de vie une fois qu'elles arrivent dans cette ville. Il y a une autre partie du travail qui s'appelle, donc il y a un ensemble de photographies qui s'appelle Tenir et qui posait la question d'essayer de comprendre ce qui fait que certaines personnes arrivent à survivre dans des situations particulièrement difficiles alors que d'autres disparaissent ou meurent. Donc je parle de ça parce que ce texte qui est là, qui s'appelle S'extraire du monde, c'est un des textes qui répond à cette question de la série Tenir. Comment est-ce que certaines personnes mettent en place des stratégies quotidiennes pour arriver, par exemple, à se lever le matin ou faire une petite chose le matin qui va leur permettre de tenir le reste de la journée. Et ensuite, il y a un troisième corpus de photographie qui s'appelle Photographier. En fait, j'ai fait tout un travail pour interroger la photographie documentaire, pour essayer de comprendre, notamment, alors là, ça nous renvoie aux questions de visibilité, d'invisibilité. La photographie, elle s'est beaucoup construite, notamment en France, sur l'idée que le photographe n'existe pas, que la photographie est une réplique à l'identique du réel. Et évidemment, quand on est photographe, la première chose qu'on constate, c'est qu'on passe son temps à transformer le monde qu'on observe, ne serait-ce que parce qu'on écrase les 3 dimensions en 2 dimensions, la dimension temporelle disparaît.
Voilà, et du coup, il y a certaines photographies qui sont entourées de textes et qui racontent plutôt ce que ça veut dire de faire une photographie, ce que ça veut dire la négociation d'enquête, comment est-ce que les personnes se transforment quand on les photographie, comment leurs attitudes changent, comment les tenues vestimentaires sont changées aussi quand ils savent qu'un photographe vient. Voilà, du coup, il y a toute une partie de ces... enfin, en tout cas, il y a quelques exemples de photographies ici avec tout un tas de textes autour. En fait, oui, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que ça a été un travail de thèse que j'ai soutenu l'année dernière. Et du coup, il y a deux parties dans cette thèse. Une partie sur la sociologie, l'enquête sociologique, et une autre partie épistémologique pour décrire ce que ça veut dire de photographier. C'est des situations qui n'existaient pas avant l'invention de la photographie, dans lesquelles on a une personne qui est en face et qui se fait photographier par une autre. Ça implique une relation très particulière. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à analyser par l'ethnographie et aussi par la photographie ce qui se passe dans ce moment particulier de l'interaction photographique. Peut-être je vous dis un mot de ce qui est à côté et puis après on ouvre la discussion. Alors, c'est la force des choses échangées. Alors, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. C'est bon. Ce texte sur la force des choses échangées, c'est un texte dans lequel j'explique comment est-ce que une relation se met en place entre une personne photographiée et une personne qui photographie. Et notamment, je me sers de Mauss pour expliquer que quand une personne accepte d'être photographiée, elle fait un don. Et du coup, le photographe est redevable, il est endetté. Et du coup, pour rétablir l'équilibre dans la relation, il est obligé de rendre quelque chose. Et du coup, j'ai pas mal observé donc moi, je revenais toujours avec des tirages. Et ensuite, j'ai pas mal observé toutes les chaînes de dons et de contre-dons qui s'installaient entre la personne photographiée et le photographe. Donc il revient avec un tirage, puis la fois d'après on lui offre un pot de confiture, puis il revient avec d'autres photos. Voilà. Et du coup, donc la situation présentée ici, pour ceux qui auront le courage de lire les textes qui sont minuscules, donc ça parle de la relation avec Marc, qui est une personne donc, qui vivait dans une autre petite ville rurale, qui est située à 1 heure de Tonnerre, qui vivait à la rue depuis plusieurs mois et qui a été envoyé depuis cette petite ville vers Tonnerre au moment où il squattait une maison qui a été vendue et du coup il a été expulsé du logement et envoyé à Tonnerre. Et du coup j'explique un peu la circulation dans la ville. Donc en fait au début il est accueilli dans un hébergement d'urgence et progressivement les services sociaux lui trouvent un appartement dans un quartier d'habitat social qui est le quartier des Préaux, qui est la photographie qui est là. Et il est pris dans des formes de solidarité avec d'autres personnes à la rue qui font que progressivement cet appartement devient un appartement où vivent plusieurs personnes en situation de grande précarité. Et du coup ça le fait plonger et du coup ces rideaux se ferment. Et du coup j'explique un peu dans le texte comment pendant plusieurs années il disparaît. En fait je finis par apprendre que tous les... il vit encore dedans, mais il vit enfermé et il sort seulement la nuit pour marcher toute la nuit et revenir dans le logement le matin. Voilà, et progressivement, il finit par abandonner ce logement et il se met à vivre à la rue dans un hangar à Tonnerre. Et du coup, c'est 2 portraits qui sont réalisés à, je ne sais plus si c'est quelques mois d'intervalle. Voilà, en tout cas, il y a des portraits qui sont faits avec lui sur 3 ans à peu près, et qui expliquent comment les personnes qui arrivent circulent, restent ou repartent vers d'autres villes encore plus éloignées. Et du coup, peut-être que là, on pourrait ouvrir la discussion sur
En fait, la provenance, en tout cas, c'est les déplacements que moi j'ai observés, posent des questions d'échelle sur la provenance des personnes et les territoires depuis lesquels les personnes sont reléguées ou envoyées plus loin. Et du coup, moi, ce que j'ai observé, c'est pas mal de déplacements qui viennent à la fois de zones métropolitaines, donc de la région parisienne principalement, mais aussi de villes moyennes comme Auxerre ou Dijon, et parfois de petites communes rurales qui sont proches. Donc là, il y a des mécanismes de concentration dans une commune de la précarité des communes alentours. C'est une première porte ouverte pour... Oui, alors on a préparé la séquence, mais on ne voulait pas qu'elle soit trop formelle non plus. En fait, une des forces du travail que propose Jean-Robert, c'est aussi, alors il y en a plusieurs, mais par rapport à, je vais le dire vite, aux métropoles barbares qui déverseraient sur les petites communes hospitalières leurs indésirables, toute la finesse du travail qui nous est proposé est d'écorner ou de donner à voir des circuits et des circulations beaucoup plus complexes, avec cette idée de différentes filières par rapport à ce discours entre métropole et ruralité. Ça, c'était un... Tu veux ajouter des choses ? Oui, c'est-à-dire que... Alors, il y a une expression plus loin, je ne sais pas où, dans un des panneaux où vous parlez des territoires riches et des territoires pauvres, avec l'idée au fond que les territoires riches, je pense que c'est formulé à peu près comme ça, enverraient vers les territoires pauvres, au fond ceux et celles qu'ils ne veulent pas voir. Ça, c'est la trace de quelque chose qui ne rend pas compte du travail que vous avez fait. Parce que ce qu'on sait, c'est que les métropoles, elles sont des lieux où, voilà, dans les interstices de la ville, de manière invisible ou parfois plus visible, vivent des gens alors, qui relèvent de filières aussi extrêmement différentes, et qu'il faut sortir de cette opposition, effectivement, entre voilà, les grandes villes qui, barbares, excluraient celles et ceux qu'elles ne veulent pas voir, et puis voilà, les territoires de petites villes ou de villes moyennes qui seraient des territoires d'accueil. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de filière sur lesquelles ce serait intéressant que vous reveniez, et y compris, parce que je ne sais pas si on fera le tour de la totalité, du rôle des gares sur le problème de se déplacer, comment se déplacer et comment arriver, donc ce rôle des gares, et puis sur la diversité aussi des parcours, c'est-à-dire on reste ou on s'en va. Et on peut refaire sa vie là, rebondir, ou on peut le vivre comme un enfermement, et c'est le cas d'autres portraits que vous avez faits. Et je trouve que ce qui est intéressant, alors effectivement ça suppose de lire ce que vous avez écrit tout autour, c'est que quand même globalement le profil des personnes qui sont là, d'ailleurs vous le dites dans un de vos panneaux, c'est plutôt des gens qui ont été, qui sont de la petite classe moyenne, qui ont été souvent en famille éventuellement, avec un boulot, etc. Et puis il y a un événement dans leur vie, un divorce, une séparation, la perte d'un boulot, qui fait que à partir de ce moment-là, il ou elle rentre dans un parcours au fond de précarisation. Mais il y a, alors invisible là, sauf qu'éventuellement invisible là, mais vous avez travaillé dessus, la question aussi des migrations, des migrants, des émigrés, des jeunes issus, comme on dit, de l'immigration ou migrants, de passage ou pas. Donc si vous pouviez aussi ramener les filières qui ne sont pas là dans votre propos, et puis revenir sur le plus loin, j'espère qu'on aura le temps d'y aller, le kiosque. Alors, on ne s'arrête plus maintenant.
Ça, c'était une des premières réactions communes avec nos sensibilités différentes à ton travail. Et pour être popsienne et revisiter des questions posées à d'autres moments sur de l'attractivité à l'hospitalité, que ce soit en territoire métropolitain ou en territoire plus rural. Moi, ce travail, il me fait poser la question de jusqu'où, en fait, une équipe municipale à Tonnerre assume, revendique, en fait un élément, une force, une valeur, une fierté, jusqu'où on assume. Il y a je te tutoie, ton expo, elle a fait l'objet, il y a eu un article dans Le Monde et le gros titre, c'était Terminus de la précarité. C'est un titre que je trouvais très violent, en fait. Jusqu'où une équipe municipale ou des acteurs publics qui portent les services publics qu'il y a derrière, ou les équipements publics qu'il y a derrière, ou les espaces publics aussi, c'est un autre sujet qu'il y a derrière, assument cette hospitalité pour en faire une valeur, je dis le gros mot, d'attractivité ou pas. En quoi c'est difficile par rapport aux habitants qui sont là depuis longtemps, voilà. En quoi il y a des conflits localement. Ça, c'était pour moi une première série de questions. Rajoute là, simplement, mais parce que c'est ce que vous dites sur le kiosque qui invite évidemment à vous poser la question, c'est la manière dont ils sont accueillis. Il y a la manière dont la collectivité assume, mais il y a aussi la manière dont ils sont accueillis, regardés ou pas par les habitants qui sont là, les déjà là. C'est des questions un peu complexes. Je discutais avec Nadia juste avant parce que j'ai l'impression qu'elle a une expérience un peu similaire dans une petite ville rurale. Quand on est chercheur et qu'on veut travailler sur des questions liées à la précarité, c'est très compliqué. Du coup, les relations avec la commune ont été toujours des négociations assez... je dirais pas tendu, mais il fallait tenir un cap, quoi, parce que moi, chaque discussion avec soit le maire, soit des élus aboutissait systématiquement à quasiment des injonctions à photographier des personnes installées récemment, qui sont... je sais pas, par exemple, il y avait un avocat avec sa femme qui venait de s'installer, et du coup, à chaque fois que j'allais discuter avec la mairie, il me disait il faut que tu viennes photographier l'avocat qui vient de s'installer dans la ville et qui vient d'ouvrir un cabinet. C'était des discussions assez compliquées qui amènent aussi à ta question de à quel point est-ce que la commune assume ou pas. En fait, ce que j'ai dit dans l'atelier précédent, c'est que l'idée de l'attractivité est tellement puissante et tellement une religion pour les acteurs des petites communes que avoir quelqu'un qui va venir décrire ce qu'est la vie ordinaire de classe populaire ou de personnes en situation de précarité, c'est très compliqué. Par ailleurs, il me semble que ça renvoie à la situation de ces élus qui, en fait, souvent sont dans des situations dans lesquelles ils subissent les mouvements. En fait, ils les contrôlent très très peu. Moi, les différentes filières sur lesquelles j'ai travaillé, une des conclusions, c'est que la commune avait très peu de marge pour intervenir. Même souvent, ce qui se passait, c'est que moi, je revenais régulièrement pour discuter et montrer les résultats. Et en fait, il y avait des élus qui découvraient au moment où je venais, je leur disais, voilà, en ce moment, je travaille sur telle filière. Et en fait, ils découvraient l'existence de nouvelles personnes. Donc, par exemple, ça renvoie à la question des migrants aussi. Donc, moi, j'utilise la terminologie petit migrant, grand migrant, qui était utilisée dans les années 30 aux États-Unis pour décrire les migrants qui arrivaient d'Europe versus les migrants qui fuyaient l'Est pour essayer de trouver une situation plus confortable à l'Ouest.
Et du coup, donc j'ai pas travaillé dessus, mais en tout cas, j'ai identifié que des associations en lien avec le bailleur social louaient des appartements de 4 ou 5 pièces pour loger des personnes qui étaient dans des tentes entre La Chapelle et Barbès à Paris. Et donc il y avait des associations parisiennes qui récupéraient des gens sous des tentes pour les installer dans des appartements à Tonnerre. Et donc ça passait, c'était invisible du point de vue des acteurs de la commune. Ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Alors, donc je commence par me présenter. Donc André Krog, vice-président à Rennes Métropole. Moi, je relayais un petit peu la question, c'est que dans les éléments de compréhension, parce qu'on voit bien après le travail que vous avez fait, où vraiment on est sur le sujet de l'invisibilité et de donner à voir, alors, soit de parcours, soit même d'existence, au-delà des parcours. Moi, j'avais envie de comprendre quand même, parce que vous avez été assez vite sur Tonnerre, 5000 habitants. C'est quoi le territoire? Parce qu'effectivement, le sujet ne serait peut-être pas tout à fait le même si j'ai bien compris, enfin je vois à peu près où ça se situe entre Auxerre et Châtillon, aussi des territoires qui ont beaucoup souffert, c'est-à-dire des territoires qui sont quand même aujourd'hui caractérisés souvent alors je ne sais pas si ont été en déprise ou sont toujours en déprise, mais où la question de la vacance est forte, enfin vacance de tout type, mais y compris le logement, parce que c'est souvent quand même une question pour des personnes qui ont du mal aussi à se loger ou qui ont été dans des situations de vivre à la rue. Donc est-ce que déjà on pourrait comprendre un petit peu mieux, alors vous arrivez à Tonnerre, mais parce que vous avez repéré, ou il y a, ça aurait pu être Tonnerre ou beaucoup d'autres villes en France, voilà, au Châtillon, en Vendée, enfin on va surtout pas les citer justement, parce qu'on commence à porter un regard sur ces territoires, mais est-ce que de ce point de vue-là, il y a quelque chose de symptomatique à Tonnerre, ou c'est plutôt quelque chose d'assez courant finalement en France pour des villes de cette taille, sans doute sur des territoires qui ont un peu souffert? Oui. Juste rapidement, déjà merci pour ton travail. Moi j'ai été très ému par le Maxime, on reste à Rennes, voilà, Pop sur Rennes. J'ai été très ému moi par le portrait de la personne là-bas sur en fait ce que tu as dit sur la qui disent que tout simplement il est parti. J'avais 4 questions. Pourquoi les portraits en noir et blanc? Est-ce que tu as envisagé de prendre en portrait aussi ceux qui prennent soin de ces personnes? Tu parles du CARE. Est-ce que finalement les réactions des personnes, tu dis qu'il y a eu une exposition, quelles ont été les réactions de ces personnes? Est-ce qu'elles sont venues? Est-ce que voilà. Est-ce que tu es encore dans le pathos? Est-ce que tu es encore dans l'émotion de ce travail-là? Parce que on sait quand on recherche des sujets comme ça, on peut nous-mêmes être imprégnés de ce qui se passe, on peut avoir des fois du mal à prendre de la distance, du recul. Est-ce que tu es encore imprégné de ça? Est-ce que c'est trop tôt pour en faire le récit? Est-ce que l'article du Monde n'a pas entraîné une surmédiatisation de ton travail, ou est-ce que c'est voulu? Enfin voilà, c'est sincère. Du coup, je dis quelques mots sur le contexte. Donc en fait, quand je suis arrivé à Tonnerre, on travaillait donc je travaillais dans une équipe de recherche. Merci. Allô, ouais. Je travaillais dans une équipe de recherche qui s'appelait Territoire et Mobilité, et on essayait d'identifier les mécanismes qui font que des communes qui sont très proches, on travaillait sur la polarisation territoriale, et on essayait de comprendre ce qui fait que des communes qui sont très proches connaissent des destinées économiques très éloignées. Et du coup, on avait emmené un groupe d'étudiants en sciences sociales dans 3 villes, donc qui étaient Chablis, Avallon et Tonnerre. Et Tonnerre, à ce moment-là, était identifiée comme une ville qui traversait depuis une vingtaine d'années de très grandes difficultés, avec un bassin, avec des emplois industriels qui s'étaient effondrés, un taux de vacances qui avait doublé entre 2000 et 2010. Donc quand on est arrivé, on était à plus de 20% de logements vacants dans la ville. Donc c'est un contexte très particulier qui était identifié à l'échelle départementale très clairement comme une situation problématique.
Voilà, donc du coup ça c'est le contexte. Du coup pour poursuivre, est-ce que Tonnerre est un cas unique? Une des hypothèses que j'avance à la fin de mon travail, c'est plutôt que c'est une situation très commune en France, que ça touche peut-être plusieurs centaines de communes rurales, avec des indicateurs qui sont assez révélateurs. Notamment le nombre de personnes, enfin le taux de personnes qui perçoivent l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui est un indicateur très fort pour comprendre le devenir de certaines villes rurales. À Tonnerre, le nombre de personnes qui est allocataire de l'AAH a triplé en 10 ans. Et donc il y a, je ne sais pas si ce texte est là, mais une des voies possibles pour les personnes en situation de grande précarité, c'est le handicap, qui apporte un revenu de l'ordre de 1 000 € par mois. Et du coup, c'est assez étonnant parce que en regardant les statistiques 5 ans plus tard, je me suis rendu compte que ces personnes, en fait, constituaient la nouvelle classe moyenne de Tonnerre, qui a toute une partie de la population qui est très en dessous en termes de revenus. Et que du coup, c'est la petite classe moyenne tonnerroise, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé. Et du coup, ça renvoie à une autre invisibilité que j'ai un peu analysée dans mon travail de thèse, qui sont les personnes qui refusent d'être photographiées et qui sont en grande partie des personnes qui sont très en dessous, avec des conditions matérielles beaucoup plus difficiles. Oui, alors je ne sais pas pourquoi je pense que c'était une réponse à une des questions, mais une des choses qui est particulièrement invisible, mais y compris aux yeux des personnes, c'est les mécanismes dans lesquels elles sont prises. Ce que j'ai compris en travaillant depuis un point d'arrivée, donc en étudiant les trajectoires des personnes à travers leurs propres yeux, c'est qu'il est très difficile. Donc, quand on travaille depuis un point de départ, une métropole ou une ville moyenne, et qu'on travaille par exemple sur un quartier qui est face à un mécanisme de gentrification et les classes populaires s'en vont, c'est très difficile de les suivre. Alors j'ai entendu qu'il y avait des études, des suivis de cohortes, mais du coup j'aimerais bien en parler, mais c'est là. En tout cas, en travaillant depuis un point d'arrivée, en demandant aux personnes de décrire leur trajectoire, en fait, je me rendais compte qu'elles étaient trimballées de lieu en lieu, parfois en habitant dans 10 endroits différents par an. Et que du coup, c'est des trajectoires auxquelles elles-mêmes ne comprennent plus rien. C'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment et elles ont même beaucoup de mal à retracer les différents points par lesquels elles sont passées. Oui, alors sur la ville barbare, en fait, je pense un très bon indicateur, c'est les prix du foncier. En fait, ce qu'on voit dans les grandes zones métropolitaines, c'est que les prix du foncier se sont envolés et que du coup, il y a toute une partie de la population qui n'a plus du tout les moyens d'y vivre. Et dans un certain nombre de petites villes rurales, le foncier s'est effondré. Les maisons ne valent plus rien. Donc c'est le cas à Tonnerre. Je pense que c'est un bon indicateur aussi pour comprendre ces déplacements. Je réponds à la question du noir et blanc, c'est que je vois très mal les couleurs. Et du coup, c'était une question d'ici. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui accompagnent, mais je ne les ai pas photographiées. Ça ne s'est pas présenté. Mais dans le travail que j'avais fait précédemment en psychiatrie, j'avais beaucoup photographié les aidants, les professionnels, les proches. Là, ça ne s'est pas fait. En fait, je pense que c'était tellement compliqué de comprendre les filières d'arrivée de personnes précarisées qu'à chaque fois qu'on me disait « Ah, mais il faut photographier ci et ça », je refusais. Donc voilà, c'est un travail où il y a beaucoup de textes qui parlent de l'accompagnement, mais il n'y a pas de photographie. Et il y avait une question sur les réactions à l'exposition. Je pense que ça a été un moment assez fort. Donc là, il y a il y a un cinquième de l'exposition à peu près. L'exposition a été assez importante. C'était vraiment dans le centre de la ville. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont venues très régulièrement parce qu'il y avait beaucoup de textes. Donc je pense qu'il fallait 3 ou 4 heures pour lire tous les textes de l'exposition. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus beaucoup.
et qui sont venus me voir pour me dire qu'en fait, il y a des gens qu'elle croisait tous les jours et qu'elles n'avaient jamais parlé. Et du coup, en tout cas, il y a eu moi, j'ai l'impression que ma manière de militer, c'est d'essayer de produire de la compréhension et de la connaissance. Et que du coup, ça, je pense que ça a été un des objectifs, là, localement, que des gens voient non plus un type qui traîne et qui peut vaguement être indésirable, mais une personne qui a une histoire un peu complexe. Et du coup, peut-être que ça nous renvoie à la question sur le kiosque. Alors peut-être avant de parler du kiosque en lui-même, je vais parler pour revenir à la question de ce qui est visible ou invisible. J'ai l'impression que les politiques publiques elles-mêmes conduisent à rendre visibles ou invisibles les personnes. Un des exemples, c'est que les personnes qui arrivent par le 115, elles savent qu'elles ont une place à Tonnerre seulement à 14h, et souvent elles sont loin. Donc elles prennent le train et elles arrivent vers 16h, 17h. Donc là, il y a un mécanisme institutionnel qui fait qu'à 17h, dans les rues de Tonnerre, on voit passer tous les jours des gens avec des caddies, des sacs, qui sont des personnes qui vivent à la rue, qui vivaient à la rue loin de là et qui arrivent dans l'hébergement d'urgence. Et du coup, qui sont très visibles, c'est-à-dire que tous les habitants de Tonnerre voient des gens, des personnes à la rue arriver comme ça. Alors, un tout petit chiffre, à Tonnerre, il y a 5000 habitants et il y a 5000 personnes qui ont été envoyées à Tonnerre en 10 ans dans le logement d'urgence pour hommes. Donc c'est très important. Sachant qu'une grande partie reste quelques jours et repart. Mais voilà, c'est des chiffres assez important. Un autre exemple de visibilité, invisibilité, en fait, les personnes, quand les femmes qui sont accueillies dans le logement d'urgence pour femmes, elles peuvent y rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elles peuvent rester là le matin. Les hommes, en revanche, ils sont contraints de quitter l'hébergement d'urgence à 8h ou 8h30, je ne sais plus exactement. Et donc, tous les matins, et ensuite, s'ils veulent redormir une nuit sur place, il faut qu'ils attendent jusqu'à 14h. Et donc là, c'est une autre production institutionnelle de la précarité visible, c'est-à-dire que quand on est à Tonnerre, à partir de 9h du matin, il y a des gens qui errent dans les rues en attendant 14h pour rappeler le 115 et voir si oui ou non elles auront une place pour le soir. J'en viens au kiosque à Baptiste, donc c'est un lieu qui pour moi est très intéressant pour comprendre d'une part l'un des enjeux de la production de connaissances, mais aussi des conflits qui peuvent naître localement. Donc pour les personnes qui sortent, qui sont contraintes de quitter l'hébergement d'urgence à 8h30 ou 9h du matin, donc elles errent dans la ville et donc elles cherchent souvent des lieux refuge quand il pleut par exemple. Et donc le kiosque à Baptiste fait partie de ces lieux dans lesquels des personnes qui vivent à la rue viennent passer la matinée. Et c'est aussi un lieu qui est très investi émotionnellement par les habitants, parce que Baptiste était un jeune du coin qui a été assassiné au Bataclan. Et du coup, pour les habitants, le fait de voir des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des allures pas possibles et qui ramassent les mégots de cigarettes par terre au kiosque à Baptiste, c'est très difficile. Et du coup, là, il y a une sorte de cas d'école de comment est-ce que la compréhension de la trajectoire d'une personne qui arrive là peut permettre d'atténuer le sentiment de colère à voir un type qui vit à la rue et qui est dans le kiosque à Baptiste. Oui, juste une petite question. D'abord, merci pour ce travail qui est passionnant, alors qui m'intéresse à double titre. Donc, je suis Fabien Rec, je suis sociologue
Je participe à la plateforme bordelaise et je suis aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la Revue française des méthodes visuelles, où donc je m'intéresse particulièrement à la manière dont les chercheurs mobilisent l'image. Donc ma première question, c'est celle-là. C'est comment, en tant que photographe et en tant que chercheur, on arrive à utiliser cet outil-là dans une dimension, on va dire là plutôt dans le cadre d'une thèse ou dans le cadre d'un projet comme PopSU Territoire, dans une dimension recherche, et comment on arrive à articuler ce double regard photographe-sociologue. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est un peu plus spécifique, c'est sur puisqu'il est beaucoup question de trajectoire, et de trajectoire résidentielle, c'est souvent ce qu'on cherche à faire travailler à nos étudiants, notamment moi à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc là, on sent qu'elles sont incarnées, mais on aurait aussi envie qu'elles soient un peu peut-être cartographiées. Donc ça me semblait évidemment méthodologiquement une très bonne idée de partir du point d'arrivée, mais est-ce qu'il s'agit aussi de remonter les filières ou remonter ces trajectoires et de les cartographier? Alors je crois savoir que tu as essayé enfin en tout cas il y a une tentative qui a été faite dans une revue qui s'appelle Point-able. Voilà. Ou comment après on peut documenter aussi, cartographier ces trajectoires et où les filières. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais que vous reveniez, parce que quand on regarde effectivement le parcours, on est quand même sur des parcours là, contraints où interviennent, alors le 115, vous l'avez dit, la sortie de l'HP, c'est-à-dire qui peuvent effectivement interroger l'action publique et le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. Et on voit bien aussi qu'un certain nombre de ceux qui sont arrivés là ou de celles qui sont arrivées là sont arrivés sans l'avoir voulu d'une certaine manière. Un certain nombre parviendront à s'y tenir, comme vous disiez tout à l'heure, et puis d'autres repartent. Et dans ceux ou celles qui repartent vers la ville. Enfin, il y a, je ne sais plus, un portrait où c'est dit fortement. Et tout à l'heure, vous disiez, ou vous disiez-vous, on ne peut pas contrôler au fond ces flux-là, encore que là, on est sur des stratégies d'institution. Dans les grandes villes, il y a quand même là aussi des flux, alors que vous appelez vous de grands migrants, qui relèvent quand même de logiques différentes, où là il y a des stratégies de déplacement en fonction alors des fonctionnements communautaires aussi, retrouver les siens, y compris d'ailleurs dans des petites villes. Quand je prends moi par exemple les rapports entre Villefranche-de-Rouergue où il y a un CADA et puis Toulouse, on voit bien qu'il y a des communautés qui se sont organisées effectivement dans les deux sens en fait. Et puis il y a aussi cette dimension de la grande ville où il y a des ressources à disposition qui permettent aussi de survivre. Et là, sur des flux qui ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire c'est des flux qui s'organisent à partir de ressources communautaires. Il y a une thèse à Toulouse d'une collègue qui a analysé les parcours, alors sur la très longue durée, de grands migrants marocains, passant par l'Espagne et remontant éventuellement très loin. Et on voit bien comment il y a des stratégies de localisation qui intègrent un certain nombre de grandes villes, mais aussi de petites villes, parce qu'il y a des ressources communautaires, etc. Là, on n'est pas quand même tout à fait sur ce profil-là. Et sur la question du déplacement, je vous ai posé la question de la gare, du rôle de la gare sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez revenir. Alors je les prends dans l'ordre. La première, je peux la résumer à quoi sert la photographie dans une recherche de ce type-là. Alors moi j'ai l'impression que les moments où la photographie a été la plus précieuse, c'est le moment où elle me permet de comprendre des choses que je ne pourrais pas comprendre sans elle. Et ce qui arrive assez souvent en fait. Et je pense que c'est pour ça que je continue de mobiliser la photographie, parce que j'ai l'impression que c'est dès lors qu'on commence à analyser ce qui se passe dans l'interaction photographique, on se met à comprendre des choses très précieuses, parce que la manière dont on fait de l'anthropologie ou de la sociologie d'habitude, en tout cas telle que moi je la fais, ça met en jeu plutôt des entretiens où on est assis, et la photographie elle met en jeu les corps, et donc les déplacements dans l'espace. Donc je sais pas, je peux donner par exemple la photographie de Lorenzo sur les mains.
En fait, quand j'ai voulu le photographier, il voulait absolument que je le photographie sur les mains. Et donc moi je lui ai dit pourquoi pas, on y va. Et progressivement, avec les entretiens qui ont précédé et qui ont suivi, j'ai compris à quel point c'était important pour lui parce qu'il était en train de rentrer dans des diagnostics de psychiatrie, de montrer des aptitudes physiques, une jeunesse pour échapper aux stigmates de la psychiatrie. Et du coup j'ai l'impression que c'est à ces endroits-là que la photographie est très, très forte parce que ce que donnent les gens quand ils sont photographiés, c'est quelque chose de très précieux. En fait, ils donnent l'image qu'ils ont envie de donner à l'extérieur. Et du coup, quand on prend le temps de l'analyser, c'est très fort pour la recherche. Ça permet de comprendre des choses assez puissantes. Et du coup, évidemment que ce qui se joue aussi, c'est le retour des photographies sur place, c'est-à-dire que les relations que ça met en œuvre, elles permettent aussi des compréhensions. Peut-être juste une remarque par rapport à ça. Moi, ce que je trouve que montre très bien ton travail et l'exposition, c'est la nécessité de cette articulation texte et image et comment aussi la photographie, elle va servir d'outil méthodologique. Et on voit bien, alors effectivement, la lecture des textes, ils sont tout petits, il faudrait prendre vraiment le temps de le lire, mais sur ce que tu as appelé les photos contextualisées, on voit bien toute la question de la relation, comment à un moment donné, la photographie, c'est aussi un objectif, une finalité, mais aussi quelque chose qui permet la discussion, l'échange. Tu parlais tout à l'heure de la question du don contre don, qui oblige à poser la question du rôle du chercheur. Donc voilà, je trouve que c'est un bel exemple de la réflexivité méthodologique qui est nécessaire quand on est dans une démarche. Et bon, je m'inclus là-dedans, même si moi je m'intéresse à ces questions, mais on a vite fait en tant que chercheur d'utiliser des photographies comme ça à titre, j'allais dire, purement illustratif, presque décoratif, sans se poser la question du sens, des conditions de production, de ce que ça implique en tant que chercheur, mais aussi en tant que enquêteur, enquêté. Donc je trouve que voilà, quand on regarde vraiment dans le détail ton exposition et ton travail, on perçoit voilà, tout cet effort réflexif et qui lui donne une portée, alors j'allais dire sociologique, sans que ce soit forcément quelque chose de gratifiant, peu importe, mais vraiment une portée sociologique très forte. Oui, peut-être je rajoute une toute petite chose, c'est que dans les usages de la photographie, aussi à la fin de la recherche, j'ai utilisé une méthode en fait qui s'est avérée très puissante pour comprendre des choses et qui était en fait mais qui pour le coup qui est la photoélicitation, donc des gens qui parlent sur les photographies, voilà. Et en fait j'ai développé un petit système que vous pouvez regarder qui s'appelle ArcFot, ça s'écrit A-R-C-F-O-T. Et du coup, je suis en train de développer un petit outil numérique qui permet aux personnes, donc quand je ramène une photographie, d'entourer des éléments et de les commenter. Et du coup, ça a été une des utilisations de la photographie super intéressante aussi. Notamment, je pense à une photographie de chantier sur laquelle la personne disait « Ah bah ça, c'est le tuyau qui m'a été offert par mon voisin, ça, je suis allé le chercher. » Et donc, la description de cette photographie d'un chantier permettait de faire apparaître tout un tas d'informations assez passionnantes sur les réseaux de sociabilité qui permettaient à cette personne de rénover un immeuble. Et du coup, ça, c'est une utilisation assez bête et méchante, mais super intéressante aussi sur le terrain. La cartographie, j'en ai rêvé, mais pour l'instant, j'ai pas. Enfin, il y a eu en effet cette publication sur Rebel qui permet de montrer les portes d'entrée, mais c'est. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire la cartographie, faire apparaître tous les lieux depuis lesquels arrivent les personnes. Et j'aimerais beaucoup le faire, mais s'il y a des cartographes, des géographes qui ont envie de s'y coller, je lance un appel. J'aimerais beaucoup le faire, mais j'ai pas les compétences techniques pour le faire. Alors oui, je réponds rapidement sur les filières, en effet, qui sont ici, sont en partie des filières institutionnelles contraintes, et d'autres, donc je pense à la photographie de Monsieur Singh. Allez, on continue à avancer.
Oui, donc là, c'est une situation de migration informelle. Donc, c'est une des filières sur lesquelles j'ai travaillé également. Et du coup, qui mène en général, donc là, c'est des personnes qui ne sont pas passées ni par la psychiatrie, ni par la prison, ni par le 115, qui étaient, donc dans le cas de Monsieur Singh, une personne qui vivait à la marge de la société en région parisienne, enfin à Paris même, et qui a trouvé une annonce dans un petit journal gratuit pour un logement à très bas prix qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de Tonnerre. Et donc ça, j'ai observé plusieurs arrivées informelles qui sont généralement indirectes, avec des personnes qui arrivent dans des toutes petites communes et qui se rendent compte au bout de quelques mois ou de quelques semaines qu'il n'y a pas de commerce, qu'ils sont obligés de partir à pied à 5 km pour aller faire leurs courses, qu'il n'y a pas de services sociaux, en général dans des logements qui sont très dégradés, où il n'y a pas d'isolation. Et du coup, là, c'est plutôt des arrivées dans lesquelles, qui mènent à des situations beaucoup plus graves que les situations observées dans les filières institutionnelles, et qui en général finissent par être signalées et arrivent aux services départementaux, et ensuite les personnes les rapatrient, donc là, dans ce cas-là, à Tonnerre. Les CADA, il y a sur les déplacements très clairs, donc ça moi je l'observe pas mal dans le coin où je vis en Creuse, où en effet il y a beaucoup de petites communes de 200, 300 habitants dans lesquelles des CADA ont été installés et où sont envoyés directement depuis Calais ou Paris des personnes qui sont en attente de décision de justice pour avoir des papiers ou pas. J'ai assez peu travaillé dessus à Tonnerre, même si j'ai retracé quelques trajectoires de ce type-là, mais pas beaucoup. Et du coup, les gares, du coup, je disais tout à l'heure qu'une des manières d'identifier ces petites villes rurales vers lesquelles sont envoyées des personnes précaires, je donnais un des indicateurs, c'était l'allocation adulte handicapé. Mais pour moi, un des éléments déterminants, et ça pour le coup je l'ai pas mal observé dans les entretiens, c'est que toutes les structures d'accueil dans lesquelles les gens passent puis pour un temps et sont renvoyés plus loin sont situées sur les voies ferroviaires. Et donc c'est des petites villes qui dépendent du train pour une raison toute bête, c'est que c'est le dernier moyen de transport qu'on peut utiliser quand on n'a plus aucune ressource. Qui est, ceci dit, en train de changer, parce que je sais que maintenant à Bercy, gare d'Austerlitz, et dans plusieurs gares, il y a des portes qui interdisent l'accès au quai. Mais quand ce n'est pas le cas, en tout cas, ça reste le moyen de transport possible pour les personnes qui n'ont plus aucune ressource. Et donc le 115 les envoie vers des lieux qui sont... On ne peut pas envoyer quelqu'un dans une petite commune rurale où il n'y a pas de gare, parce que la personne ne pourra pas y aller. Et du coup, c'est un rôle déterminant qui est à la fois un enjeu de développement économique pour les villes, le fait d'avoir une gare, et la possibilité de recevoir par des services dont ils maîtrisent assez peu sur lesquels ils ont assez peu de pouvoir. C'est aussi un moyen d'arriver pour des personnes précaires. Je rebondis sur ce terminus. Est-ce que Tonnerre est un terminus ou est-ce que ça peut aussi être un tremplin ? Est-ce que je vais me tourner vers un autre projet Popsu Territoire qui nous avait raconté des histoires un peu pareilles, mais pas tout à fait quand même, où on a effectivement des structures d'accueil pour accueillir des cabossés de la vie, mais qui peuvent aussi, dans ces espaces, avoir un moment où on souffle, où on se pose, où on se repose, où on se remplume, pour repartir. Et je me tourne, parce que Romain Lajarge est là, tu as été responsable scientifique d'un projet Popsu Territoire à Thizy-les-Bourgs, et moi j'ai un souvenir de Thizy. Dans mon esprit, c'était beaucoup plus assumé d'être un territoire refuge tremplin, mais peut-être que je simplifie un peu les choses. Non, pas complètement. Il y a une grande similitude entre ce que tu racontes sur Tonnerre et ce que nous on a observé à Thizy-les-Bourgs, mais nous on n'est pas rentré par cette question-là. On est rentré par une opération de revitalisation du centre-bourg avec
un propos très voilà, récit territorial dominant. Un grand élu, il se trouve que c'était Michel Mercier, donc un ancien ministre de l'aménagement du territoire, parmi ceux qui avaient fait la proposition d'orienter l'aménagement du territoire par projet, donc il savait comment fonctionnaient les appels à projets, et donc il avait été lauréat de tout ce qui avait été appel à projet pour reconstituer son centre-bourg et refabriquer l'idéal de la vie d'avant, qui était une ville industrielle avec sa bourgeoisie industrielle et ses couples dont le mari travaillait à l'industrie, et il fallait occuper la femme. Excusez-moi, c'est un propos, c'est une citation, hein. C'est pas mon interprétation, c'est une citation. Et donc les épouses qui étaient désœuvrées dans un territoire catholique se devaient à la charité. Et donc il avait organisé, il était aussi président du département, j'ai failli dire roi du département, n'importe quoi. Et donc il avait organisé tout ce qu'il fallait pour qu'effectivement il puisse arriver à Thizy-les-Bourgs tous les cabossés de la métropole lyonnaise. Et donc nous, quand on arrive pour enquêter, on voit que ces cabossés. Alors on ne les voit pas comme toi, de manière indue, on les voit parce que les gens nous en parlent. Et ils considèrent que ce sont des cohabitants. Donc des handicapés mentaux, des femmes battues, des adolescents que plus personne ne veut, un lycée professionnel avec des classes dans lesquelles viennent tous les autres exclus des lycées professionnels de la région. Enfin, il y avait vraiment une liste complète de ce qu'on pourrait être des actes de solidarité. Mais invisible, pas une ligne dans le propos officiel du territoire qui se développe et qui effectivement remplit ces zones industrielles dans lesquelles il y a effectivement beaucoup d'hommes qui travaillent et on est resté sur ce modèle-là. Mais ça n'empêche pas en fait la déprise, c'est-à-dire qu'ils s'en occupent bien. Quand il y a eu les Syriens, il y a eu tout de suite ils ont libéré des appartements pour que les Syriens puissent être arrivés, mais nous on ne les voyait pas. Et donc ils étaient organisés par cohabitation, donc les habitants de Thizy-les-Bourgs s'occupaient d'eux, il y avait une forme de solidarité interhabitante, mais à condition qu'ils ne les occupent pas le pavé, quoi. C'est moi qui dis à condition, il n'y a pas de condition, mais nous c'est le sentiment que ça nous a donné. Voilà. Donc nous on a analysé ça en disant que la beauté est intérieure, et qu'il ne faut surtout pas trop la montrer. Et dans la beauté, il y a la beauté de là où on habite et de ceux avec qui on habite, y compris les déshérités, les invisibles, les indésirables. Donc il y a une forme de générosité, mais enfin, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir voir ton travail plus finement pour voir comment est-ce qu'on peut faire des passerelles avec Thizy-les-Bourgs. Et à mon avis, plein d'autres. Oui, pardon. Question. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même une forme de généralisation possible dans les espaces ruraux qui ont des dimensions en taille d'habitants qui permettent ces relations interindividuelles où les exclus ont des prénoms, quoi? Oh, tu croyais quand même pas qu'on allait laisser tranquille? Ben, je ne sais pas très bien quoi en penser. Je pense qu'en tout cas, une politique qui arriverait d'en haut pour décider que des petites villes rurales accueilleraient les cabossés de la vie, je pense que ça serait très compliqué. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communes où depuis en bas, depuis des habitants, des associations, ça se produit. Et du coup, peut-être que ce qui pourrait exister, ça serait une valorisation de ces collectifs qui existent en fait partout en France et qui se font en général plutôt taper dessus que soutenir. Je pense que ça pourrait fonctionner. En tout cas, j'ai l'impression que ces collectifs, ils existent, les réseaux de solidarité existent dans de très nombreuses communes. Et en effet, peut-être qu'ils pourraient être aidés plutôt que mis à l'écart. Et du coup, je réponds à ta question sur est-ce qu'on arrive pour repartir ou pas. Alors en fait, pour un certain nombre de personnes qui arrivent là, les mécanismes institutionnels qui précèdent, c'est des mécanismes dans lesquels on ne peut jamais rester. Donc on arrive dans un foyer, on peut rester 3 mois, ensuite on est dans un CHRS, ensuite on est dans un foyer de post-cure, et à chaque fois il y a des temps limités. Et une des spécificités d'une des institutions dans lesquelles j'ai travaillé, qui s'appelle la résidence accueil, c'est qu'on peut rester et mourir sur place. On peut, ou vivre sur place. En tout cas, si on veut rester là jusqu'à la fin de sa vie, c'est possible. Et du coup, pour certaines personnes, il y a en effet le sentiment d'avoir trouvé une place alors qu'elles en avaient trouvé nulle part ailleurs.
Et du coup, pour certaines personnes, il y a une forme de stabilisation, de renouer avec la vie, de s'investir dans la ville. Voilà, ça existe. Et pour d'autres, c'est une contrainte insupportable. Parce que ce que je n'ai pas beaucoup expliqué, c'est qu'il y a un encadrement très complet des personnes dans les institutions. Et donc, pas mal de gens avec qui j'ai travaillé ont une infirmière qui arrive à 7h30 le matin pour donner des médicaments qui sont très puissants et qui font qu'on ne sort plus de la journée. Et ensuite, avec des rendez-vous médicaux tout le temps, des encadrements judiciaires souvent. Donc, il y a un encadrement presque total pour certaines personnes, et du coup, c'est étouffant. Donc, mais ça n'empêche pas que pour certaines personnes, elles trouvent une place qu'elles n'avaient pas trouvée ailleurs. Ouais. T'es pas obligé de me répondre. Il me manque, moi, la dimension politique de tout ça. Est-ce que concrètement l'extrême droite monte dans les territoires que tu as observés? Moi, j'observe dans mes recherches que l'étranger, il est accepté tant qu'il est utile. C'est-à-dire tant qu'il a une vocation. Merci. Tant qu'il a une vocation, tant qu'il travaille, tant qu'il est perçu comme participant dynamique du territoire. Mais moi, concrètement, là, la dimension politique dans ton travail, est-ce que tu l'as effleuré? Est-ce que l'extrême droite monte à Tonnerre? Enfin, voilà, moi je... Tonnerre, comme dans la plupart des territoires ruraux en déclin, en déprise, le RN est très puissant. Et alors peut-être pas tous, mais en tout cas dans beaucoup de territoires. Donc à Tonnerre, il est assez fort. Et du coup, il y a une... alors je sais pas ce que l'exposition a fait bouger ou pas. C'est assez difficile à analyser. J'ai plutôt tendance à penser que ça a fait bouger des gens, y compris surtout de la petite bourgeoisie locale, qui se disait ah tiens, on n'avait pas vu ça, quoi. Et après, globalement, ce que j'ai observé, c'est beaucoup de stigmatisation. En tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé, elles expliquent qu'elles sont très stigmatisées dans l'espace local. Dans l'espace public, oui. Merci pour cette présentation. Il faut se présenter. Nadia Ogbani, Université Toulouse-Jean Jaurès. Moi, j'ai travaillé sur POPSU Saint-Giron, Causeran-Pyrénées, sur la précarité, l'accès au droit en milieu rural. Donc forcément, les différentes interventions m'ont donné envie, puisqu'on commençait à envisager des questions de montée en généralité. Je trouve que c'est intéressant d'avoir une mise en perspective. Et pour le coup, moi, sur mon terrain, ceux qui sont acceptés, c'est effectivement ceux qui travaillent, avec une grosse distinction sociale qui est faite en fonction du niveau de précarité, de capacité d'employabilité. Et moi, je suis sur un territoire où il n'y a pas la gare et où les publics ne sont pas orientés. Par contre, il y a une espèce d'attraction autour de l'utopie de l'autonomie sur des territoires qui ont été notamment investis par des postes 68 arts, des modes de vie alternatifs, etc. Donc en fait, j'ai la configuration inverse où les élus veulent tout faire pour pas qu'ils viennent, parce qu'il y a des modes de vie alternatifs, et parmi ceux-là, il y a aussi des précaires ou des gens qui viennent pour fréquenter l'hôpital psychiatrique, et donc qui seraient aussi parmi les publics indésirables. Et du coup, ça entre en résonance aussi par la différence entre finalement le territoire sur lequel tu as travaillé, où il y a l'orientation des publics, ou des territoires où en fait on veut pas qu'il y ait la gare, on veut pas qu'ils viennent en fait, pour diverses raisons, mais pour lequel l'attraction en fait c'est l'utopie, ou le fait de savoir que on va être accueilli non pas par l'action publique, mais par des réseaux de solidarité, des modes de fonctionnement locaux, utopiques, sur des terrains, poser sa tente ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, en t'écoutant, je me suis demandé, est-ce que le fait que plusieurs personnes soient orientées sur ce territoire, ça générait pas des formes de réseaux ou d'attraction, parce qu'on savait qu'on était bien accueillis sur le territoire? Et pour le coup, comment les élus perçoivent ces modalités d'accueil? Est-ce qu'il y a un accord par rapport à ça, ou c'est plutôt décidé par les services déconcentrés de l'État? Comment se passe l'articulation entre
l'action des services déconcentrés de l'État et le positionnement des élus locaux vis-à-vis de cet accueil qui a l'air favorable sur ce territoire. En fait, parce que toi, tu es spécialiste de l'action publique, et moi, c'est pas ma spécialité, et du coup, j'ai l'impression que ma compréhension n'est pas totale là-dessus. Moi, ce que j'ai plutôt observé, c'est que la tendance majoritaire des élus, des adjoints, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas du tout de cette précarité qui arrive d'ailleurs, parce qu'en fait, la situation est déjà localement tellement difficile que pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout désirable. Donc peut-être que je n'ai pas bien expliqué, mais la plupart des décisions qui mènent à ces arrivées de personnes précarisées, elles ne sont pas prises dans la ville. Elles sont prises à Auxerre, elles sont prises à Paris, elles sont prises à Dijon, elles sont prises dans d'autres endroits. Donc c'est plutôt subi. Et en revanche, ce que j'ai observé, c'est que je crois que les élus, n'ayant pas beaucoup d'autres choix au moment de l'exposition, ont plutôt agi en bon politique en disant, en essayant d'expliquer que c'était très important qu'il y ait ces populations qui soient là, qu'on les accueille. Voilà. Après, je pense que peut-être que comme le paradigme est celui du développement économique, je pense qu'il y a une chose qui a été mise en évidence, c'est que c'est un secteur en croissance. C'est-à-dire que, en fait, ces arrivées de personnes cabossées, elles entraînent une croissance de l'emploi dans le secteur du care, donc avec des infirmières, des éducateurs, des assistantes sociales, mais aussi le CMP avec des psychiatres, des psychologues, donc il y a tout un tas de professions sur l'accompagnement qui se développent. En fait, c'est un secteur en pleine croissance. Et donc peut-être qu'à cet endroit-là, certains élus comprennent qu'il y a aussi un enjeu économique, parce que notre société produit quand même beaucoup de violence et du coup beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Et du coup, un territoire qui produit de l'aide, peut-être que c'est pas si con. Ça fait un beau mot de la fin. L'exposition, elle va rester là jusqu'à jeudi midi. Donc, nous aurons tout le loisir d'aller lire et d'aller découvrir un peu plus en détail ton travail. Merci beaucoup, Jean-Robert, de cette installation, cette explication.